Allez, salut tout le monde, c'est parti pour le tour d'horizon complet de l'actu foot de la semaine. On a vraiment plein de choses à décortiquer ensemble. Des stratégies de mercato qui s'emballent, des tensions bien réelles sur les bancs touches et bien sûr des enjeux nationaux absolument cruciaux. Bref, on ne va pas s'ennuyer, alors on y va. Bon, la trêve internationale c'est fini. Et comme d'habitude, c'est un peu le cauchemar des clubs. Le fameux virus FIFA, vous savez, ce petit nom qu'on donne aux blessures que les joueurs ramènent de leur sélection, eh bien, il a encore fait des siennes. Et les répercussions, elles, commencent déjà à se faire sentir un peu partout en Europe. On va commencer avec un gros dossier, un vrai feuilleton, la recherche quasi désespérée d'attaquants de couloir. Et c'est un vrai jeu de domino où tout semble connecté. Et pour comprendre, il faut d'abord regarder du côté de Barcelone, qui se retrouve tout à coup dans une situation bien compliquée. Pour le Barça, le problème est vraiment de taille. La blessure de Rafinha, qui s'est fait ça avec le Brésil, ça le met sur la touche pour un mois. Un mois, c'est long. Du coup, le club est obligé de réagir, et vite. La question, c'est comment on fait pour combler un vide pareil en pleine saison? Ok, alors regardons les options sur la table. La première, qui paraît la plus évidente, c'est de garder Marcus Rashford. Le truc, c'est qu'il y a une clause de 30 millions d'euros à lever, imposée par Manchester United. C'est pas rien. Ensuite, il y a le cas Victor Munoz, super talentueux, mais c'est un vrai casse-tête diplomatique. Le Real Madrid a 50% de ses droits. Ça veut dire que la moitié du chèque irait directement chez l'ennemi juré. Compliqué. Et enfin, il y a la piste du jeune Norvégien de Benfica, Andreas Schelderup. Un super joueur, un vrai pari sur l'avenir. Bref, chaque option a son lot de complications, que ce soit financier ou stratégique. Mais attention, le Barça est très loin d'être le seul club à chercher la perle rare sur les ailes. À Liverpool, le départ annoncé de Mohamed Salah a lancé une autre chasse à l'homme, ce qui met encore plus le feu au marché des transferts. Et sur la liste de Jürgen Klopp, il y a du beau monde. Le favori, semble-t-il, c'est Yann Diomandé de Leipzig, un joueur qu'il adore. Mais Liverpool regarde aussi ailleurs. Gordon de Newcastle, un joueur de la Juve qui est passé par Porto, et même notre Bradley Barcola du PSG. Le point qui est vraiment crucial ici, c'est que la décision de Liverpool va forcément avoir un impact sur les plans des autres. C'est ça, l'effet domino. Allez, on quitte un peu le mercato pour parler de quelque chose de plus personnel. La pression. Cette pression monumentale que subissent les individus, que ce soit les entraîneurs ou les joueurs. Parce que pour eux, certains moments dans une carrière, c'est juste tout ou rien. 43. Ce chiffre comme ça, tout seul, il ne veut pas dire grand-chose. Mais dans le monde impitoyable de la Première Ligue, croyez-moi, il raconte une histoire assez brutale. Et voilà, 43 jours. C'est tout ce qu'Igor Tudor aura duré sur le banc de Tottenham. Le club est en pleine mission survie pour ne pas descendre, et clairement, l'ancien coach de Marseille n'a pas trouvé la formule magique. Une fin de mission express qui montre bien à quel point la pression du maintien en Angleterre est juste impitoyable. Et cette pression, elle ne pèse pas que sur les coachs, évidemment. Un des monuments de la défense anglaise, un pilier de Manchester United, Harry Maguire, est en train de voir sa place pour la Coupe du Monde lui filer entre les doigts. Ce qui est vraiment frappant, c'est de voir à quel point il a chuté dans la hiérarchie. Regardez, tout en haut, on a John Stones, indiscutable, puis Konsa, Gueye, Chalobah, et qui on retrouve tout en bas, en 5e position, Harry Maguire. Il est passé de taulier à simple solution de secours. Autant dire que sa participation au tournoi est devenue un énorme point d'interrogation. On monte encore d'un cran en intensité, parce que rien, absolument rien, ne peut égaler la tension et la passion du foot de sélection. Surtout quand une qualification pour la Coupe du Monde est en jeu. Et pour une grande nation de foot, l'enjeu est tout simplement total. Là, tous les regards sont tournés vers l'Italie. L'Italie qui joue sa peau contre la Bosnie dans un match de barrage, un match sans filet. Après avoir raté les dernières Coupes du Monde, la pression sur la squadra azzurra est juste monstrueuse. C'est tout un pays qui est suspendu à ce match et le coach doit faire des choix tactiques ultra décisifs. L'un des plus gros débats du moment, c'est en attaque. Qui aligner à côté de Moise Kean? Est-ce qu'il faut tenter un coup de poker avec le jeune et fougueux Pio Esposito de l'Inter ou au contraire, jouer la sécurité avec Matteo Retegui, qui connaît déjà bien le système? C'est typiquement le genre de choix qui peut faire basculer un match aussi important. Et comme si ça ne suffisait pas, une polémique est venue s'ajouter à la pression sportive. Apparemment, des joueurs italiens auraient été vus en train de se réjouir quand ils ont su que leur adversaire serait la Bosnie, ce qui a été perçu comme de l'arrogance, comme s'ils pensaient que ce serait plus facile. La réponse de Federico Di Marco, elle, a été parfaite de lucidité. Il a remis les choses en place avec cette phrase terrible de vérité. Ça montre bien à quel point cette qualification n'est pas du tout prise à la légère, c'est une véritable obsession pour eux après tant d'années d'absence. Et d'ailleurs, même quand on est champion du monde, on n'est pas à l'abri de la pression. La petite victoire de l'Argentine contre la Mauritanie a fait sonner quelques alarmes au pays. La presse argentine a dit que l'équipe a boité. C'est un bon rappel que même au sommet, on ne peut jamais se relâcher. Allez, on quitte la pression des résultats immédiats pour se tourner vers l'avenir, avec un club français qui a décidé d'entamer une vraie transformation de son image de marque.
L'Olympique de Marseille a donc sorti son tout nouveau logo. C'est le premier gros changement depuis 2004, avec un style qu'il qualifie d'esprit art déco. Mais c'est pas juste un logo, ça s'inscrit dans un projet bien plus grand, avec 165 collaborateurs du club qui déménagent dans de nouveaux bureaux. C'est vraiment le signe d'un club qui veut se moderniser et afficher une nouvelle image sur le terrain, mais aussi en dehors. Alors voilà la question qu'on peut se poser. Est-ce que ce nouveau look, ces changements sont le début d'une nouvelle ère pour l'OM? Et plus largement, comment toutes les décisions qu'on a vues cette semaine, à Barcelone, à Liverpool ou en Italie, vont-elles redessiner le football de demain? C'est là-dessus qu'on va rester. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt.